Confrontation incroyable, une élève orpheline brave ses harceleurs. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres du lycée Saint-Michel à Lyon, créant des rayons dorés qui dansaient sur les murs de béton gris. C'était le 15 septembre 2024, et Aminata Diallo se tenait devant les grandes portes vitrées de son nouveau lycée. Son sac à dos serré contre sa poitrine comme un bouclier protecteur. Ses doigts tremblants caressaient le petit pendentif en forme de lotus qui ornait sa chaîne en argent. Le seul réconfort qui lui restait depuis la mort de sa mère 3 mois auparavant. L'hôpital Édouard Herriot résonnait encore dans sa mémoire, avec ses couloirs blancs et l'odeur antiseptique qui s'accrochait à ses vêtements. C'était là, dans la chambre 304, que sa mère lui avait offert ce collier lors de leur dernière conversation. « Ma chérie », avait murmuré Fatoumata d'une voix affaiblie par la chimiothérapie. « Le lotus pousse dans la boue mais reste pur et beau. Tu es mon lotus, Aminata, peu importe les difficultés, tu resteras forte et belle. » Ces mots résonnaient maintenant dans l'esprit d'Aminata alors qu'elle franchissait le seuil de sa nouvelle école. Son père, Mamadou, avait décidé de déménager de Paris à Lyon pour prendre un nouveau poste d'ingénieur. Espérant qu'un changement d'environnement les aiderait tous les deux à guérir. Mais pour Aminata, chaque nouveau visage, chaque nouveau couloir ne faisait que souligner l'absence de sa mère. Elle ajusta sa veste noire et redressa ses épaules. Un geste qu'elle avait appris dans son dojo de taekwondo à Paris. Ceinture noire depuis l'âge de 15 ans. Elle avait commencé les arts martiaux à 8 ans. Encouragée par sa mère qui croyait en l'importance de la discipline et de la maîtrise de soi. La force véritable ne se mesure pas par la violence, mais par la capacité à rester calme face à l'adversité, lui répétait souvent son maître. Sensei Nakamura. Ces leçons lui semblaient plus précieuses que jamais maintenant qu'elle devait affronter seule les défis de l'adolescence. La matinée se déroula sans incident majeur, mais Aminata sentait les regards curieux et parfois hostiles de ses nouveaux camarades. À la pause déjeuner, elle se dirigea vers le réfectoire. Un vaste espace moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur la cour de récréation. L'architecture contemporaine du lycée contrastait avec les bâtiments historiques du Vieux-Lyon qu'elle apercevait au loin. Elle choisit une table isolée près de la fenêtre, espérant manger en paix tout en observant les groupes d'étudiants qui animaient l'espace. C'est alors qu'elle remarqua un homme d'âge moyen qui nettoyait discrètement les tables voisines. Miguel Hernandez, le concierge de l'établissement, était un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants qui travaillait au lycée depuis 15 ans. Immigré espagnol arrivé en France dans sa jeunesse. Il avait élevé 3 enfants en travaillant de nuit et en apprenant le français dans des cours du soir. Bien que son travail le rende souvent invisible aux yeux des étudiants. Miguel observait tout avec attention et bienveillance. Il avait développé une capacité particulière à reconnaître les élèves en difficulté. Ceux qui avaient besoin d'un regard compatissant ou d'une oreille attentive. Quand il croisa le regard d'Aminata, il lui adressa un sourire discret et un hochement de tête respectueux. Ce petit geste de reconnaissance humaine réchauffa le cœur de la jeune fille, qui se sentait si seule dans cet environnement nouveau. Elle lui rendit son sourire, reconnaissante pour cette marque de gentillesse inattendue. Mais cette paix fragile fut bientôt brisée par l'arrivée bruyante d'un groupe de 5 élèves menés par une fille blonde aux yeux perçants. Camille Dubois, 17 ans, était connue dans tout l'établissement pour son attitude arrogante et son besoin constant d'exercer son pouvoir sur les plus faibles. Issue d'une famille bourgeoise lyonnaise, elle n'avait jamais connu la moindre difficulté et considérait le lycée comme son territoire personnel. Ses parents, avocats et médecins, lui avaient toujours donné raison et couvert ses comportements problématiques. Elle s'approcha de la table d'Aminata avec ses acolytes, Thomas, Lucas, Marine et Chloé, tous issus du même milieu privilégié. « Tiens, regardez qui nous avons là », dit Camille d'une voix doucereuse mais chargée de malveillance. La nouvelle qui se croit au-dessus de tout le monde avec ses grands airs. Aminata leva les yeux de son plateau, cherchant à éviter la confrontation. « Je ne cherche pas d'ennui », répondit-elle calmement, sa voix teintée d'un léger accent parisien. « Je veux juste déjeuner tranquillement. » Le rire de Camille résonna dans le réfectoire, attirant l'attention des autres élèves. « Ah, elle veut déjeuner tranquillement », répéta-t-elle en imitant l'accent d'Aminata. « Et ce joli petit collier, c'est pour impressionner qui exactement ?» Les doigts d'Aminata se resserrèrent instinctivement autour du pendentif lotus. « C'est un cadeau de ma mère », dit-elle simplement, espérant que cette explication suffirait à calmer les choses. « Ta mère » ricana Thomas, un garçon athlétique aux cheveux châtains. « Elle a mauvais goût en bijouterie alors. »« Elle ne peut plus rien dire », murmura Aminata, les larmes lui montant aux yeux malgré elle. « Elle est morte il y a 3 mois. » Un silence momentané s'installa, mais au lieu d'éveiller la compassion, cette révélation sembla exciter davantage la cruauté de Camille. « Oh, la pauvre petite orpheline », dit-elle avec une fausse pitié théâtrale. Pas étonnant qu'elle soit si bizarre. Elle s'accroche à ses souvenirs comme un bébé à son doudou. La rage commença à bouillonner dans le ventre d'Aminata, mais elle se força à respirer profondément, se rappelant les leçons de son maître. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît », dit-elle d'une voix contrôlée mais ferme. « Ou quoi » défia Camille en se penchant vers elle. « Tu vas appeler ta maman ?»« Oh, j'oubliais », avant qu'Aminata puisse réagir.
Camille tendit brusquement la main et arracha la chaîne du cou de la jeune fille. Le fermoir se brisa sous la violence du geste, et le précieux collier tomba sur la table avec un petit bruit métallique. Non, cria Aminata en se levant d'un bond. Rends-le-moi. Mais Camille était déjà en train de faire tourner le collier autour de son doigt. Savourant sa domination. Ce petit truc, il ne vaut même pas 10 €. C'est tout ce qui me reste d'elle, supplia Aminata. Sa voix se brisant. S'il te plaît, rends-le-moi. Miguel, qui nettoyait toujours les tables voisines, s'était arrêté et observait la scène avec une inquiétude croissante. Il avait vu trop de situations similaires au fil des années et reconnaissait les signes avant-coureurs d'une explosion. Mademoiselle, intervint-il doucement en s'approchant. Peut-être que vous devriez, toi, le concierge, mêle-toi de tes affaires, aboya Camille sans même le regarder. Retourne nettoyer tes toilettes. L'humiliation publique de Miguel, ajoutée à la profanation du souvenir de sa mère, fit déborder le vase pour Aminata. Elle sentit toute sa formation en arts martiaux remonter à la surface. Non pas pour attaquer, mais pour se préparer à ce qui allait inévitablement suivre. Camille leva le collier au-dessus de sa tête, le faisant briller sous les néons du réfectoire. Regardez tous, la petite princesse africaine et son précieux trésor. Plusieurs élèves s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de la confrontation. Certains filmaient avec leur téléphone, anticipant le spectacle. D'autres semblaient mal à l'aise mais n'osaient pas intervenir face à la réputation de Camille. « Tu veux le récupérer » continua l'attirant avec un sourire sadique. « Alors viens le chercher. » Elle jeta violemment le collier par terre, et le fragile pendentif lotus se brisa en plusieurs morceaux sur le carrelage. Le bruit de l'argent qui se fracassait résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Aminata. Elle regarda les fragments éparpillés de son dernier lien avec sa mère. Et quelque chose se brisa aussi à l'intérieur d'elle. Non, gémit-elle en tombant à genoux pour ramasser les morceaux. Mais Camille n'en avait pas fini. Avec un rire cruel, elle écrasa délibérément les fragments sous sa chaussure, les réduisant en poudre argentée. Oups, maladroite que je suis. C'est à ce moment précis qu'Aminata se releva. Et Miguel vit quelque chose changer dans ses yeux. La tristesse avait laissé place à une détermination froide et implacable. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle d'une voix si calme qu'elle en était effrayante. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire ? Se moqua Camille. Pleurer encore plus fort ? Pour toute réponse, Aminata commença à enlever sa veste, révélant un t-shirt qui laissait voir sa musculature fine mais athlétique. Thomas et Lucas, sentant le danger, se rapprochèrent de leur leader. Attention, la petite se rebiffe, ricana Thomas. On va lui apprendre les bonnes manières. Il tendit la main pour pousser Aminata. Mais ce fut sa première et dernière erreur. En une fraction de seconde, Aminata saisit le poignet de Thomas dans une prise de taekwondo parfaitement exécutée. Elle utilisa sa propre force contre lui, le faisant pivoter et s'effondrer sur une table dans un bruit de vaisselle brisée. Le garçon se retrouva au sol, le souffle coupé, sans comprendre ce qui venait de lui arriver. Lucas, voyant son ami à terre, chargea Aminata par derrière, mais elle l'avait entendu venir et exécuta une rotation fluide, suivie d'un coup de coude précis dans le plexus solaire. Lucas se plia en deux, incapable de respirer, ses yeux larmoyants de douleur. Marine et Chloé tentèrent de s'approcher ensemble, pensant que leur nombre leur donnerait l'avantage. Aminata esquiva le coup de poing maladroit de Marine et lui attrapa le bras, utilisant un mouvement de judo pour la projeter doucement mais fermement au sol. Chloé, paniquée, essaya de griffer le visage d'Aminata, mais celle-ci bloqua facilement l'attaque et immobilisa son adversaire avec une prise de contrôle qui la força à s'agenouiller. En moins d'une minute, 4 des 5 agresseurs étaient neutralisés, et Aminata n'avait pas prononcé un seul mot. Sa respiration était parfaitement contrôlée, ses mouvements précis et économes. Elle n'avait utilisé que la force nécessaire pour se défendre, sans jamais chercher à blesser gravement. Camille, qui avait assisté à la démonstration avec une stupéfaction croissante, recula de plusieurs pas. Tu es complètement folle, bégaya-t-elle. Je vais appeler la police. Tu vas être renvoyée. Tu as détruit le dernier souvenir de ma mère, répondit Aminata de sa voix toujours calme. Et tu as humilié un homme bien qui ne méritait pas ça. Elle avança lentement vers Camille, qui continuait à reculer. Je ne vais pas te frapper, parce que ma mère m'a appris que la violence n'est jamais la solution. Mais tu vas apprendre ce que signifie le respect. C'est à ce moment que Miguel décida d'intervenir. Non pas pour arrêter Aminata, mais pour témoigner de ce qu'il avait vu. Attendez tous, dit-il d'une voix forte qui surprit par son autorité. J'ai tout vu depuis le début. Il se tourna vers les élèves qui filmaient encore. Cette jeune fille ne cherchait pas les ennuis. Elle mangeait tranquillement quand on l'a attaquée. On a volé et détruit un objet qui avait une valeur sentimentale énorme pour elle. Elle ne s'est défendue qu'après avoir été physiquement agressée. Plusieurs élèves hochèrent la tête, confirmant les dires de Miguel. C'est vrai, cria une fille de terminale. Camille a été horrible, elle a cassé exprès son collier. Et elle a insulté Monsieur Hernandez aussi, ajouta un autre élève. Les téléphones qui avaient filmé la bagarre avaient aussi enregistré la provocation initiale. Les vidéos montraient clairement Camille arrachant le collier, l'écrasant, et ses acolytes attaquant Aminata en premier.
Camille réalisa soudain que la situation lui échappait complètement. Je n'ai pas voulu, balbutia-t-elle. Mais il était trop tard. Plusieurs élèves avaient déjà envoyé les vidéos à leurs amis. Et l'histoire commençait à se répandre sur les réseaux sociaux. La surveillante générale, Madame Rousseau, arriva enfin sur les lieux. Alertée par le bruit, elle découvrit un réfectoire en désordre. 4 élèves au sol se remettant difficilement de leurs blessures. Et Aminata debout au centre. Parfaitement calme. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-elle sévèrement. Camille se précipita vers elle. « Madame, cette fille nous a attaqués. Elle est dangereuse, il faut la renvoyer. » Mais Miguel s'avança, tenant son téléphone à la main. « Madame Rousseau, j'ai tout filmé depuis le début. Cette jeune fille ne faisait que se défendre. » 1 heure plus tard, dans le bureau du proviseur. Monsieur Blanchard, la vérité avait éclaté au grand jour. Les vidéos de Miguel et des autres élèves montraient sans ambiguïté la séquence des événements. Camille avait non seulement harcelé Aminata, mais elle avait aussi délibérément détruit un objet de valeur sentimentale après que la victime lui ait expliqué qu'il s'agissait d'un souvenir de sa mère décédée. L'attaque physique avait été initiée par Thomas, et Aminata n'avait fait que se défendre avec une maîtrise remarquable. « Mademoiselle Diallo », dit le proviseur après avoir visionné les enregistrements. « Je vous présente les excuses officielles de l'établissement. Vous avez été victime d'un harcèlement inacceptable. Et votre réaction était parfaitement légitime. » Il se tourna vers Camille et ses amis, qui attendaient sur des chaises face au bureau. « Vous 5, vous êtes suspendus pour 2 semaines. Vos parents ont été contactés. Mademoiselle Dubois, votre comportement était particulièrement cruel et calculé. Vous devrez suivre un programme de sensibilisation au harcèlement. » « Mais monsieur, » protesta Camille. « Elle nous a blessés. Regardez l'état de Thomas. Mademoiselle Dubois, vous avez provoqué cette confrontation en détruisant délibérément un objet précieux après avoir humilié publiquement une élève en deuil. Vous avez de la chance qu'elle ait fait preuve de tant de retenue dans sa défense. » Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'incident avaient commencé à devenir virales. Le hashtag #justice réfectoire était né, et les internautes saluaient la maîtrise et la dignité d'Aminata face à ses agresseurs. Cette fille est un exemple de contrôle de soi, commentait un utilisateur. Elle a été attaquée par 5 personnes et elle ne s'est défendue qu'avec la force nécessaire. Bravo à elle pour avoir tenu tête aux harceleurs, ajoutait un autre. Les jours suivants furent étranges pour Aminata. Elle était devenue une célébrité involontaire. Les élèves la saluant respectueusement dans les couloirs. Certains lui demandaient des conseils en arts martiaux. D'autres voulaient simplement lui exprimer leur admiration. Mais ce qui la touchait le plus, c'était l'attitude de Miguel. Le concierge était venu la voir le lendemain pour la remercier d'avoir défendu sa dignité. « Mademoiselle », lui avait-il dit avec émotion, « en 15 ans ici, personne n'avait jamais pris ma défense comme vous l'avez fait. Vous avez un cœur noble. Comme votre maman devait en avoir un. » Cette conversation avait réconforté Aminata plus que tous les compliments sur ses prouesses martiales. Elle avait réalisé que sa mère aurait été fière d'elle, non pas pour avoir combattu, mais pour avoir défendu les valeurs de respect et de dignité qu'elle lui avait transmises. Un soir, seule dans sa chambre, elle ramassa les fragments de son collier brisé qu'elle avait précieusement conservé. Le pendentif Lotus était irréparable, mais elle eut une idée. Elle sortit de son placard sa ceinture rouge de son premier tournoi de taekwondo. Celle qu'elle avait gagnée à 10 ans sous les encouragements de sa mère. Avec précaution, elle attacha les morceaux du Lotus à un bout de la ceinture, créant un bracelet unique. Le rouge vif de la ceinture contrastait magnifiquement avec l'argent terni du pendentif brisé. « Tu avais raison, maman », murmura-t-elle en attachant le bracelet à son poignet. Le Lotus peut pousser même dans la boue, et il reste beau même brisé. 2 semaines plus tard, Camille et ses amis revinrent au lycée. Leur suspension avait été médiatisée localement, et ils avaient dû affronter la colère de leurs parents et la déception de leurs professeurs. Camille, en particulier, avait été profondément affectée par l'incident. Sa popularité s'était effondrée, et elle avait dû faire face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie. Lors de son premier jour de retour, elle s'approcha d'Aminata à la fin d'un cours de littérature. « Je voulais te présenter mes excuses », dit-elle maladroitement. « Ce que j'ai fait était impardonnable. Ton collier, je sais que je ne peux pas le réparer. » Mais, elle tendit une petite boîte à Aminata. À l'intérieur se trouvait un nouveau pendentif Lotus. Plus simple que l'original, mais gravé avec une inscription, pour Fatoumata, maman courageuse. « Je ne veux pas que tu penses que ça efface ce que j'ai fait », continua Camille. Les larmes aux yeux, mais j'ai pensé que, peut-être, tu pourrais avoir quelque chose pour te souvenir d'elle. Aminata regarda le pendentif, puis le visage sincèrement repentant de Camille. « Merci, dit-elle simplement, ça ne répare pas ce qui s'est passé, mais ça montre que tu as appris quelque chose. Je peux te demander une faveur ?» ajouta Camille hésitante. « Est-ce que tu pourrais m'apprendre ce que tu sais sur le contrôle de soi? Je veux dire, j'ai réalisé que je ne sais pas gérer ma colère ou ma frustration autrement qu'en blessant les autres. » Aminata considéra la demande pendant un long moment. « Il y a un dojo de taekwondo près de chez moi, » dit-elle finalement. Maître Dubois accepte de nouveaux élèves. Mais il faut que tu comprennes, les arts martiaux ne s'apprennent pas pour faire du mal aux autres.
Ils s'apprennent pour se maîtriser soi-même. Plusieurs mois s'écoulèrent, et la vie au lycée Saint-Michel avait retrouvé son rythme normal. Aminata s'était fait de vrais amis, impressionnée non pas par sa force physique, mais par sa maturité et sa gentillesse. Elle avait rejoint le club de débat et aidait Miguel à organiser des activités pour les élèves en difficulté. Camille, de son côté, avait effectivement commencé les arts martiaux et montré des progrès remarquables dans son comportement. Elle ne serait jamais l'amie proche d'Aminata, mais elle avait appris le respect et l'empathie. Un soir de printemps, Aminata se promenait dans le parc de la Tête d'Or avec son père. Ils s'assirent sur un banc face au lac, regardant les cygnes glisser sur l'eau dorée par le soleil couchant. « Tu sais, ma chérie, dit Mamadou en contemplant sa fille, ta mère serait très fière de la femme que tu deviens. Non seulement tu as appris à te défendre, mais tu as aussi appris à pardonner. Et surtout, tu as appris à transformer la douleur en force pour aider les autres. » Aminata toucha le bracelet à son poignet, où les fragments du lotus de sa mère côtoyaient le tissu rouge de sa première victoire. « Elle me manque toujours, murmura-t-elle. Mais je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire avec son histoire de lotus. Il ne suffit pas de survivre dans la boue. Il faut apprendre à en sortir plus fort et plus beau. Et il faut aider les autres à faire de même. » Le lendemain, une interview d'Aminata fut diffusée sur la chaîne locale, où elle parlait de harcèlement scolaire et de résilience. « Beaucoup de gens m'ont demandé si je regrettais de m'être défendue ce jour-là, dit-elle face à la caméra. Ma réponse est non, mais ce que je regrette, c'est qu'il ait fallu en arriver là. Le harcèlement détruit des vies, et nous avons tous la responsabilité d'y mettre fin. Parfois, il faut se battre pour ce qui est juste. Mais la vraie victoire, c'est quand on n'a plus besoin de se battre. » L'interview fut vue par des milliers de personnes, et Aminata reçut des messages de soutien du monde entier. Mais le message qui la toucha le plus vint de Miguel, qui lui écrivit simplement « Merci de m'avoir rappelé que chaque personne a une dignité qui mérite d'être respectée. » Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, l'histoire d'Aminata continue d'inspirer. La vidéo de cet incident, surnommée « La justice du réfectoire », est devenue un symbole de résistance dignifiée face à l'oppression. Elle est utilisée dans des programmes de sensibilisation contre le harcèlement à travers l'Europe. Aminata a poursuivi ses études et travaille maintenant comme médiatrice dans les conflits scolaires. Elle anime des ateliers sur la gestion de la colère et la résolution pacifique des conflits. Camille, de son côté, est devenue assistante sociale, spécialisée dans l'aide aux jeunes en difficulté. Elle dit souvent qu'Aminata lui a sauvé la vie en lui montrant qu'il existait d'autres moyens d'exister que par la domination et la cruauté. Miguel continue de travailler au lycée Saint-Michel, mais son rôle a évolué. Il est maintenant coordinateur du bien-être étudiant, reconnu pour sa capacité à identifier et aider les élèves en détresse. L'établissement a mis en place des protocoles stricts contre le harcèlement, et l'incident de cette journée de septembre est devenu un cas d'étude pour former le personnel éducatif. Mais au-delà de ces changements institutionnels, l'histoire d'Aminata pose une question fondamentale qui résonne encore aujourd'hui. Quand quelqu'un détruit ce que vous avez de plus précieux, quand on s'attaque à votre dignité et à vos souvenirs les plus sacrés, que faites-vous ? Restez-vous silencieux par peur ou par résignation ? Ou trouvez-vous le courage de vous lever ? Non pas pour la vengeance, mais pour la justice ? Aminata avait choisi de se battre, non pas par colère, mais par amour pour la mémoire de sa mère et respect pour la dignité humaine. Sa victoire n'était pas d'avoir vaincu ses agresseurs, mais d'avoir transformé un moment de destruction en opportunité de croissance pour tous. Car c'est peut-être là la leçon la plus importante de cette histoire. La vraie force ne réside pas dans notre capacité à dominer les autres, mais dans notre capacité à transformer la souffrance en sagesse, et la sagesse en compassion. Et vous, face à l'injustice, que choisirez-vous de faire ?